L'Europe entre Restauration et Révolution, 1814-1848. Prenez le temps de bien écouter, de prendre des notes, mais aussi de vous arrêter pour regarder les documents en détail et écrire vos questions si besoin est. La problématique est la suivante: comment les grandes puissances victorieuses de Napoléon Ier entendent-elles réorganiser l'Europe? Comment les peuples vont-ils réagir? Dans un grand 1, on voit la restauration de l'ordre monarchique européen et plus particulièrement la restauration de la monarchie en France dans un grand A. Cette monarchie, c'est une monarchie constitutionnelle. Le 3 mai 1814, le frère de Louis XVI rentre des exils et monte sur le trône sous le nom de Louis XVIII. Par l'octroi d'une charte, il instaure une monarchie constitutionnelle inspirée du modèle britannique, dont vous voyez ici l'organigramme. Une charte, c'est un texte qui présente des principes et octroyer, cela signifie donner selon son bon vouloir. Donc ce texte de la charte garantit les principaux droits issus de la Révolution française, l'égalité en droit. Mais le suffrage est censitaire, c'est-à-dire réservé à ceux qui paient un certain montant d'impôts. La Marseillaise est interdite, le drapeau blanc est rétabli, le catholicisme est religion d'État. Cependant, le nouveau régime est impopulaire, ce qui favorise le retour de Napoléon pour 100 jours. La défaite de Waterloo, cependant, le 18 juin 1814, face aux Anglais, met fin aux espoirs de rétablissement de l'Empire et satisfait les ultras, c'est-à-dire ceux qui veulent un retour à l'ancien régime. Dans un grand B, on va voir le projet européen de construire une paix durable après les guerres napoléoniennes. Ce projet il est porté par un grand congrès international, le congrès de Vienne, qui réunit les vainqueurs de Napoléon de novembre 1814 à juin 1815 à Vienne. C'est le congrès de Vienne. Tous les États européens sont représentés. Les négociations sont menées par les 4 grandes puissances sous la direction de Metternich, le ministre des Affaires étrangères de l'Autriche. La France est représentée par Talleyrand, personnage peu recommandable mais habile diplomate. Donc ce projet veut garantir la paix. Les négociations entre les grandes puissances ont pour but de garantir la paix en Europe. Le concert, ce qu'on appelle le concert européen, pour permettre d'éviter la guerre. Le congrès de Vienne, à la demande de Talleyrand, déclare qu'il se fonde sur le droit public, reconnaissant ainsi l'existence d'un droit international. Cet ordre, toutefois, qui s'installe, est un ordre réactionnaire, qui veut revenir en arrière, qui ne veut pas tenir compte des nouveautés. Cet ordre se fait au détriment des petits pays. Cette nouvelle Europe se fait au nom de la légitimité dynastique et rétablit les rois sur leur trône. C'est donc une idéologie réactionnaire dirigée contre le libéralisme qui nie la souveraineté nationale. Des régimes autoritaires sont donc remis en place, c'est la restauration aussi bien en Europe qu'en France. Le traité de la Sainte-Alliance, en septembre 1815, prétend ainsi fonder l'ordre européen sur une fraternité véritable et indissoluble entre les souverains chrétiens. Les négociations ont pour but le partage des territoires entre les grandes puissances sans tenir compte de l'avis des peuples. Ainsi, la Pologne est partagée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. L'Autriche annexe une partie de l'Italie. Ce qui entraîne, dans un grand 2, l'essor du libéralisme et du mouvement des nationalités en réaction. Dans un grand A, cet essor, il repose sur des aspirations romantiques et libérales. En réaction à Napoléon Ier et à l'Europe des princes, le romantisme, soutenu par des écrivains comme Germaine de Staël, promeut une Europe des peuples. Ces intellectuels contribuent par leurs œuvres à une construction des identités nationales en exaltant la langue, l'histoire et la religion. Le romantisme, écrit Victor Hugo dans la préface de sa pièce Hernani, c'est le libéralisme en littérature. Les libéraux revendiquent les constitutions, limitant le pouvoir absolu des souverains et établissant un gouvernement représentatif. En France, Benjamin Constant demande l'extension des libertés politiques et individuelles. Le libéralisme est pour l'essentiel le fait de la bourgeoisie, des classes moyennes et des étudiants, attachés aux droits acquis pendant la Révolution et désireux de jouer un rôle politique. Ils revendiquent souvent l'extension du suffrage par l'abaissement du cens. Mais les libéraux restent méfiants envers le suffrage universel. Ils estiment qu'il faut attendre que le peuple soit éduqué pour pouvoir y accéder. Ces idées et ces hommes circulent dans toute l'Europe. Entre 1830 et 1848, le libéralisme et les mouvements nationaux progressent en Europe. En Italie, Giuseppe Mazzini s'affirme comme un acteur majeur du Risorgimento. C'est un mouvement en faveur de la résurgence d'une Italie unitaire, pour cela avant 1848, et cela désigne aussi la période pendant laquelle l'unité s'est construite, après 1848. En Allemagne, de nombreux États connaissent une effervescence
patriotique et démocratique. Dans les années 1830 circulent de nouvelles idéologies, comme le socialisme, courant de pensée qui critique les effets sociaux de l'industrialisation et de l'essor du libéralisme économique et vise à remplacer le capitalisme par une société plus égalitaire. Dans un grand B, on va voir le développement de ces mouvements nationaux et leur répression. Ces mouvements s'organisent face à la répression dont ils sont l'objet. Ils s'organisent souvent en sociétés secrètes, comme la charbonnerie en Italie et en France. Ces sociétés secrètes, essentiellement bourgeoises, organisent des insurrections visant à renverser les gouvernements, ce que l'on peut voir dans la biographie du futur Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, qui participe à ces sociétés secrètes. De 1821 à 1829, les Grecs, dont le sentiment national est exacerbé parce qu'ils sont dominés par les Ottomans, se soulèvent et obtiennent leur indépendance en 1832, largement soutenue par les romantiques européens, en particulier les Anglais. Cette guerre est marquée en 1822 par les massacres de Chios, immortalisés par la peinture d'Eugène Delacroix, comme on le voit ici. Donc, en grand 3, c'est une Europe des révolutions qui se dégage entre 1830 et 1848 avec deux grandes vagues révolutionnaires. En grand A, la vague révolutionnaire de 1830. En France, c'est la révolution de juillet. En France, les Trois Glorieuses, ces Trois Glorieuses, immortalisées par Eugène Delacroix, qui vont aboutir à un régime plus libéral, la monarchie de Juillet. Charles X, le frère de Louis XVII, qui lui avait succédé, abdique et son cousin, le duc d'Orléans, lui succède. Il devient roi sous le nom de Louis-Philippe Ier. La charte de 1814 est révisée, son préambule et le droit de dissolution sont supprimés et le suffrage censitaire est élargi. Louis-Philippe rétablit le drapeau tricolore et accepte une charte révisée par les chambres. Il est appelé roi des Français et reconnaît que le pouvoir vient de la nation. La France est clairement une monarchie constitutionnelle. Cette insurrection parisienne entraîne une vague révolutionnaire en Europe. Un soulèvement éclate en août 1830 à Bruxelles. Le gouvernement provisoire unioniste, coalition formée par les libéraux et les catholiques dirigés contre le roi de Hollande, proclame l'indépendance de la Belgique, donc par rapport à la Hollande. Mais ces mouvements sont suivis d'une répression de grande ampleur. Ils sont réprimés violemment. L'insurrection polonaise en particulier est écrasée en 1831. En Italie et en Allemagne, l'Autriche restaure les souverains et emprisonne de nombreux opposants, ce qui exacerbe le sentiment national au lieu de le faire taire. D'où une seconde vague révolutionnaire en 1848 qu'on appelle le printemps des peuples. Alors en France, c'est une révolution suite à l'échec de la monarchie de Juillet. Louis-Philippe, en fait, ne veut pas une vraie démocratie. Le régime censitaire est maintenu avec un corps électoral juste un peu élargi. Au nom du libéralisme, le gouvernement refuse d'intervenir pour régler la question sociale, alors que les idées socialistes commencent à se développer. Louis-Philippe est caricaturé sous les traits d'un bourgeois ventripotent et égoïste, insensible à la misère du peuple. Des révoltes ouvrières ont lieu, en particulier à Lyon, avec la révolte des Canuts, C-A-N-U-T, des ouvriers du textile de la soie. La liberté de la presse est restreinte en 1835 après une tentative d'attentat contre le roi. Les républicains se rapprochent du monde ouvrier et dénoncent l'inaction du gouvernement, alors que la crise économique de 1846 frappe l'Europe. L'interdiction par le pouvoir d'un banquet républicain, c'est-à-dire un repas organisé par les républicains pour contourner l'interdiction de réunions politiques, provoque une vague de contestation. Du 22 au 25 février 1848, une révolution parisienne renverse la monarchie de Juillet et proclame la République. C'est l'esprit de 1848, un grand espoir de justice sociale, unit toute la société. Cette seconde république qui se met en place réunit des républicains aussi bien de tendance libérale que socialiste, et pour l'instant, ils sont unis dans cette grande illusion de réforme sociale. Dans le reste de l'Europe, c'est le printemps des peuples, des révolutions aboutissent à des constitutions libérales, mais la répression laisse place à un automne des princes, c'est-à-dire à un retour de nouveau des rois. En conclusion générale, sur tout le chapitre, cette Europe face aux révolutions, on voit que la Révolution française de 1789 a inauguré un nouvel ordre politique et social qui a mis fin à l'ancien régime. Les bouleversements introduits en Europe par la Révolution et l'Empire suscitent l'affirmation de l'idée de nation
que le Congrès de Vienne s'efforce de contenir en 1815, tandis que la monarchie est restaurée en France. Toutefois, les idées libérales et nationales progressent durant la première moitié du XIXe siècle, jusqu'aux révolutions de 1848, le printemps des peuples. Les révolutions en Europe s'inscrivent dans un mouvement global. Les États-Unis, s'inspirant des idées des Lumières, sont devenus indépendants de l'Angleterre en 1776 et ont rédigé leur constitution en 1787. Au XIXe siècle, Simon Bolivar est à la tête du combat pour l'indépendance des colonies d'Amérique du Sud, et Cuba s'émancipe alors de la tutelle espagnole en 1898.